L'aide publique au développement, telle que pratiquée depuis toujours, a été certainement très utile avec de nombreuses réalisations, notamment dans le domaine de la santé, des infrastructures, mais aussi du renforcement des institutions. Cependant, ces progrès n'ont pas permis d'amorcer un réel processus de développement créateur de richesses et d'emplois dans les pays africains. Mieux, la mauvaise gouvernance qui mine la plupart du temps la gestion de ces fonds destinés au développement vient réduire considérablement ses impacts sur le quotidien des populations. Conséquence, après plus de 5 décennies d'application, le bilan apparaît plutôt mitigé et la nécessité de rendre plus efficace l'aide au développement est plus que jamais une priorité. Mais comment y parvenir ? La question reste avant tout le véritable défi à relever. Dans certains milieux, le revenu universel est déjà brandi comme étant l'une des clés pour révolutionner l'aide publique au développement, lui permettant d'avoir plus d'impact sur le quotidien des populations. Mais qu'en est-il concrètement? Eh bien, on en parle dans ce numéro d'Espace Éco. Merci de nous rejoindre pour le débat économique. C'est juste après ceci. Le revenu universel comme une clé pour révolutionner l'aide publique au développement. Pour en parler, j'accueille Lamine Cissé. Bonjour. Bonjour. Expert en communication politique, vous êtes également écrivain et auteur du livre Les effets des causes cachées. Merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Également avec nous, Jérôme Stéphane Tora, bonjour. Bonjour. Analyste financier, vous êtes également spécialiste en finance et contrôle de gestion. Bienvenue. Bienvenue, merci. Avant de lancer la discussion, je vous propose de suivre ce reportage qui nous amène à la découverte de l'expérience du revenu universel tel que pratiqué au Kenya. Le revenu universel pourra-t-il révolutionner l'aide publique au développement? Élément de réponse à travers ces images. Monica élève des poulets dans l'ouest du Kenya, un élevage qu'elle a pu développer avec son mari grâce au revenu universel distribué dans son village. Tous les mois, depuis 2 ans, elle reçoit 2250 shillings, soit une vingtaine d'euros, une somme qui a changé sa vie. Cet argent va me sortir de la pauvreté, parce que après avoir accompli tous mes rêves, je pourrai ensuite investir mes économies dans mon entreprise et la faire grandir, et j'aurai une meilleure vie. Tester de nouvelles méthodes pour lutter contre la pauvreté et repenser l'aide humanitaire, c'est l'objectif de l'ONG américaine Give Directly. Depuis octobre 2016, elle étudie l'efficacité du revenu universel. Lorsque vous donnez du cash aux gens, la première chose que vous leur donnez, c'est le choix. En gros, nous leur disons, voici les ressources, à vous de décider ce que vous voulez en faire. Vous donnez donc aux gens un choix, ce que l'aide traditionnelle ne fait pas. Environ 20 000 personnes bénéficient de cette campagne de versement d'un revenu universel, la plus importante jamais réalisée dans le monde selon l'ONG. Pour les villageois, pas question de gâcher cet argent. Qu'est-ce que vous voulez que j'achète avec 2000 shillings? C'est juste assez pour vous nourrir. Ce n'est pas assez pour aller acheter des choses inutiles. Cet argent doit vous aider à gagner votre vie, pas à faire des achats futiles. Les bénéficiaires sont répartis en plusieurs groupes. Certains recevront de l'argent pendant 2 ans, d'autres pendant 12 ans. L'expérience permettra aux habitants de ce village de manger à leur faim tous les jours, sans perdre de vue l'objectif final, mettre définitivement fin à l'extrême pauvreté. Voilà le revenu universel, nous venons de le découvrir à travers ce reportage. L'expérience produit déjà des résultats au Kenya. Monsieur Lamine Cissé, quelle appréciation vous en faites? C'est pas nouveau. Je crois que c'est peut-être venu sous d'autres formes, c'est pas nouveau. Le père du microcrédit aux plus pauvres, c'est l'Inde, c'est en Inde. Et nous avons eu le Bénin à expérimenter avec l'avènement du président Yaya Boni, quand il donnait 25 000 aux plus pauvres pour mener des activités, les gens disaient que ce n'était pas possible. Ça a impacté plus de millions de Béninois. Ça a changé les conditions de vie. Mais d'une façon progressive, cet argent, le taux a augmenté selon que la personne progresse. Alors, donc, je ne vois pas cela quand j'analyse la vidéo. Je ne peux pas penser qu'on peut prendre cette expérience kenyane pour généraliser. D'autant plus que
l'économie est liée aux facteurs, au comportement socio-culturel de la personne. Parce que un Sénégalais, par exemple, vous lui donnez cet argent-là, il ne peut même pas faire une activité. D'autant plus que le comportement social, familial sénégalais est que une personne travaille pour nourrir toute la famille et pour nourrir même les amis et même ceux qui ne travaillent pas. Ça, c'est dans le culturel sénégalais. C'est-à-dire, il y a la sociabilité dans le partage de la recette. Donc, je crois que cette situation est spécifique à cette société kenyane. Donc, il faut l'analyser dans son contexte. Mais si on veut sortir dans son contexte pour le globaliser, je ne pense pas que ce serait un bon exemple. Parce que je suis sûr qu'au Sénégal, vous l'amenez dans le plus petit village, le projet va échouer. Ça fait 13 000 à peu près. 13 000. Un peu moins de 15 000. Oui, un peu moins de 15 000. Et vous voyez, un salarié sénégalais qui gagne au moins 200 000 francs par mois, a toute sa famille en charge, il a ses frères qui ne travaillent pas, il a même des amis à qui ils apportent l'aide. Alors que si ce comportement social, culturel, était individualiste, ce Sénégalais avec 200 000 francs, il pouvait économiser en une année, en 10 ans, il pouvait déjà s'acheter une maison, etc. Donc c'est pourquoi je dis, on ne peut pas généraliser. Et surtout le lier à ce qu'on appelle l'aide au développement, c'est un rêve. Monsieur Tora? Oui, je commencerai par dire que ce n'est pas nouveau, comme l'a si bien appelé Monsieur Lamine Cissé. Monsieur Lamine Cissé. Ce n'est pas nouveau, mais ça constitue une sorte de gestion d'argent frais dans un pays donné. Je voudrais un peu remonter pour faire un peu d'histoire pour dire que au fait, c'est un processus qui a été bien pensé. On ne va jamais lâcher le système des Nations Unies qui a regroupé un certain nombre d'États, certain nombre d'ONG et beaucoup plus d'argent pour parler du revenu universel de base. Et ceci concerne tous les pays et tous les continents. Maintenant, si à partir de 2016, on a commencé par expérimenter dans un état donné, il faudrait déjà dire que cette façon de penser, de relever la pauvreté dans certains pays du continent, de relever des gens de l'extrême pauvreté qui est en application au niveau du Kenya, constitue une bouffée d'oxygène pour l'État, disons, kenyan, qui ne peut pas injecter ces fonds-là directement depuis sa caisse centrale. Donc, si directement les populations perçoivent, même si c'est 10 000 francs par mois, qu'elles n'avaient pas en plus, ça voudra dire que ce surplus de fonds va leur permettre de générer autre chose et de pouvoir orienter de pouvoir concrétiser leurs rêves. Donc, travailler pour se sortir de l'extrême pauvreté. Donc, cette forme d'orientation de l'aide est vivement souhaitée. Et si l'expérience porte, c'est que sa généralisation va aussi contribuer à booster le développement dans des pays qui en souffrent profondément. Alors, Monsieur Cissé, à part le fait de réadapter l'expérience aux réalités socio-culturelles de chaque pays, le revenu universel dans son fond, est-ce que c'est une expérience à faire? Je dis, quand je me réfère au microcrédit aux plus pauvres au Bénin, c'était un succès. C'est un succès et même le gouvernement actuel est en train de continuer à le faire. C'est de permettre aux plus pauvres de s'occuper, à gagner, même si c'est 10 francs par jour ou 10 francs par mois. Ça, c'est pas de l'assistanat. Ça, c'est la promotion de l'auto-emploi. C'est extrêmement important. Alors, je dis, cette manière de faire, je l'encourage. Mais ce n'est pas ça qui va sortir nos pays du sous-développement. Parce que quand
Ça ne peut pas amener de l'électricité à ces populations-là. Et l'électricité est un facteur de développement. Ça ne peut pas amener des pistes, des routes. Ça ne peut pas créer des infrastructures qui permettent à ces populations-là d'aller véritablement vers le développement. Parce que tous ces éléments font partie des critères qui développent la personne. OK? Alors donc, ce sont des systèmes qui vont permettre à ces gens-là de survivre, de pouvoir quitter l'extrême pauvreté et d'avoir une certaine position, d'espérer. Mais ça ne peut pas les amener vers le développement. Et surtout se substituer à ce qu'on appelle l'aide publique au développement, qui d'ailleurs, moi, à mon niveau, que j'appelle l'aide publique au sous-développement. On va en développer bientôt. Alors, ce type de revenu, vous le pensez également, ne peut pas se substituer à l'aide publique au développement? Prenons d'abord la définition des objectifs que vise l'aide publique au développement. Les premiers objectifs, c'est de venir en apport ou bien en soutien aux États dans leur politique de développement des infrastructures. Ça veut dire, je dis infrastructures socio-communautaires, emploi et autres. Ça voudra dire que ce sont des aides qui ont beaucoup plus d'importance. Ce sont de gros sous dont on a besoin pour pouvoir développer la plupart de ces secteurs-là. Maintenant, l'aide telle que les aides publiques au développement, telle que c'est orienté. Est-ce que cela favorisait le développement? Je répondrai comme M. Lamine Cissé, non. Puisque ce n'est pas directement des sous qui sont perçus par ces États-là. C'est des formes un peu contrôlées de financement. Soit c'est des dons qu'on fait tout en gardant toujours les codes derrière. C'est des accompagnements techniques qu'on fait en positionnant des consultants d'autres États et ces consultants-là sont chèrement bien payés. C'est des transferts qu'on fait de ces aides-là et les coûts de transfert reviennent encore à ces pays qui font ces aides. Donc finalement, c'est l'aide sur papier. Au fond, ça ne tombe pas. Et depuis 58, ça n'a jamais contribué à un développement. Maintenant, prenons le cas du Kenya pour l'expérience du revenu universel. C'est que directement, la personne, c'est-à-dire celui qui est identifié, reçoit directement le fonds. Donc, les arcanes du pouvoir, les arcanes des administrations, tout ça là, on liquide ça. Et c'est la personne qui reçoit directement son aide par rapport à ce qu'elle compte faire avec le revenu. Donc, je dis, si ça va devenir de plus en plus important, et si ça va importer beaucoup plus de population, oui, ça pourra valablement se substituer à l'aide publique au développement, puisque l'objectif reste les mêmes objectifs. Monsieur Cissé ne serait peut-être pas d'accord. Les objectifs restent les mêmes, mais sauf que, comme Monsieur Cissé l'a dit, cela ne permettra pas d'avoir des infrastructures. Cela permettra peut-être de sortir les populations de l'extrême pauvreté. Non. On aura toujours les infrastructures. Puisque les aides publiques au développement ne nous aidaient pas à avoir les infrastructures. Vous n'avez jamais vu construire les routes avec les aides. Non. Ce sont toujours soit les dettes que nous contractons qui nous permettent d'aller faire les routes, qui nous permettent d'aller construire les écoles. Donc, ceci fait partie des aides publiques au développement. Non, ça dépend, parce que si les emprunts, ça dépend. Il y a des dons, il y a des prêts. Ça dépend de la portion de dons dans les prêts, avant qu'on ne parle d'aide au développement. Si ça n'atteint pas le seuil de 25%, là, ce n'est pas de l'aide au développement. Alors, ça veut dire quoi? Lorsque nous contractons des dettes, c'est parce que nous avons de ressources à mobiliser pour pouvoir régler ces dons et ces dettes-là que nous les contractons. Et c'est avec ça là que nous nous développons. Bon, on peut dire que les dettes ne développent pas un pays.
il faut mieux mobiliser les ressources à l'interne pour pouvoir les orienter vers les structures ou bien vers les aspects de développement que nous jugeons certains. Parce qu'en contractant les dettes ou bien en recevant des dons, c'est sur des conditionnalités. Vous ne pouvez pas, parce que quelqu'un vous donne, dire vous allez faire ce que vous voulez avec. Non. Par rapport aux aides publiques au développement, ce n'est pas ça. On vous donne et on vous ordonne d'aller les investir dans tel domaine. Peut-être que ce n'est pas ce domaine-là qui va avancer votre population, ce n'est pas ce domaine-là qui va sortir vos populations de l'extrême pauvreté. Lamine Cissé, l'avantage ici, c'est que les bénéficiaires ont le choix plutôt que dans le cadre de l'aide traditionnelle. Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... La comparaison, c'est-à-dire l'écart est trop grand. D'autant plus que il est en train de catégoriser l'aide publique au développement et dette. Moi, je dirais tout ça là, je mets ça dans le paquet qu'on appelle l'assistanat au développement. L'assistanat au développement rime avec le système, l'État néocolonialiste. Parce que nous avons hérité d'un État néocolonialiste. L'État qui gouverne nos pays, ce n'est pas nous qui avons créé cet État-là. L'État-là, c'est un héritage colonial. Et cet État-là ne peut que perpétuer un système néocolonialiste qui appauvrit les populations. Ce que je voudrais dire tout simplement est que ces aides-là ne sont pas des aides libres. C'est des aides conditionnées. Mais c'est notre argent qui nous retourne en réalité. C'est-à-dire que vous venez aider quelqu'un, vous lui apportez 200 000 francs et vous prenez avec l'autre main plus de 500 000 francs. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que nos ressources, à tous les niveaux, je prends le cas du Congo RDC, je prends le cas du Gabon, je peux citer des pays qui ont toutes les richesses du monde, mais les populations restent pauvres. Et juste depuis l'indépendance jusqu'à présent, c'est l'aide publique au développement qu'on leur apporte. Finalement, c'est des multinationales qui viennent nous gruger. Le système n'a jamais aidé nos gouvernants à se développer, jamais de la vie. Ce qu'ils apportent, vous savez, quand vous allez en France, le taux de chômage, les gens trouvent du travail. Donc le gouvernement français va prendre l'argent des Français pour amener au Sénégal ou au Bénin, sans pour autant évaluer un peu les entreprises françaises qui sont en Afrique francophone, occidentale française, en Afrique française, ces entreprises, évaluer combien de milliers de milliards de francs CFA qu'ils sont en train de, par leurs entreprises, de gagner, que ce soit sur le pétrole, que ce soit sur nos ressources minières, etc., etc. Donc il faut que ce système-là, qu'on brise ce système-là, que les ressources africaines restent aux Africains. Maintenant, la dette n'appauvrit pas. Si la dette, elle est pensée par nous, elle est contractée par nous et qu'on paye par nos propres ressources, mais il nous faut payer des dettes avec des intérêts, et de l'autre main, ils sont en train de prendre toutes nos ressources. C'est ce qui se passe en Afrique. Donc je crois qu'il faut décoloniser économiquement l'Afrique. Nous avons un problème de décolonisation politique et de décolonisation africaine. Nous avons des cadres et des compétences à différents niveaux. Mais ces cadres et ces compétences-là, c'est de gros salaires dans des institutions, ça les suffit. Avec de grosses voitures, de grosses maisons, ça les suffit, ils s'en foutent. Donc ce qui manque, c'est un problème de leadership qui manque en Afrique. C'est pourquoi quand je vois que l'État kenyan ne peut pas octroyer ces dettes-là, non, le Bénin a expérimenté les microcrédits aux plus pauvres. Au Sénégal, Macky Sall est en train de donner, même s'il a politisé ça, mais il est en train de donner de l'argent aux populations les plus pauvres. Mais maintenant, lui, il le fait en termes d'assistanat. C'est ce que je ne suis pas du tout d'accord. Le système béninois qui a été expérimenté est le meilleur système. Ça devait être copié. C'est-à-dire que celui qui peut aller acheter du piment, des choux, etc., il a besoin de peut-être 20 000 francs pour le faire. Vous lui permettez de le faire et de l'amener, n'est-ce pas, de l'amener à exercer ce qu'on appelle de l'autogestion. Ici au Bénin, vous avez réussi. L'exemple, en Inde, ça a réussi. Donc pourquoi pas nos États ne peuvent pas avoir une ligne budgétaire au lieu d'attendre à ce que par d'autres bras
qu'on vienne nous financer pour dire qu'ils sont en train de nous enlever de la pauvreté. Mais ce qu'il faut souligner par-dessus tout, c'est que le revenu universel, plus que les microcrédits, sont sans condition. Les populations ne le remboursent pas. Oui. Ne rembourse pas. Oui, mais d'accord, c'est ce que je te dis. J'appelle ça de l'assistanat. Alors, moi, je pense qu'il faut amener les populations dans une dynamique d'auto-emploi, même d'une façon progressive. Parce que, par exemple, celui qui est en ville a peut-être besoin de 200 000 francs pour une affaire, mais celui qui est au village, vous lui donnez 50 000 francs, et si vous l'orientez, il peut faire des merveilles. Mais maintenant, c'est changer sa condition de vie. Cela n'a rien à voir avec le développement. C'est le développement, c'est-à-dire que je peux dire que c'est un développement nutritionnel. Il peut se soigner, il peut se nourrir. Il peut envoyer ses enfants à l'école, ça fait partie du développement également. Plus ou moins convenablement. Plus ou moins convenablement. Mais donc, je crois que c'est des exemples qu'il faut prendre, que les États doivent prendre pour mieux mûrir et puis impulser cette dynamique-là. Remarquez, le Gabon fait 2 fois plus grand que le Bénin. Le Gabon a du bois, toutes les ressources, pétrole depuis 1960. Le Gabon fait moins de 1 500 000 personnes. Mais pourquoi les Gabonais souffrent? Pourquoi aujourd'hui, même les étrangers qui sont à Gabon, on dit qu'il n'y a plus d'argent? Depuis 1960, là, tout le pétrole, là, ils sont en train de pomper. Ça part où? Ils sont sérieux? Les yeux sont ouverts. Aujourd'hui, on ne peut pas tromper. Les peuples africains les yeux sont suffisamment ouverts. C'est pourquoi je dis, la dynamique qui est en cours, vous savez, on met beaucoup de cadres et d'intellectuels. C'est des centaines de milliers de diplômés qu'on met dans la rue et qui n'ont pas d'emploi et qui cherchent de l'emploi et qui vivent, ils vont se marier même. C'est-à-dire qu'il y a la pression, il y a la guerre dans nos pays. Il y a la guerre, Vous savez, vous pensez que les guerres, c'est les armes. Mais il y a la guerre de conditions dans nos pays. Et vous savez que c'est une bombe à retardement. Bien sûr. Nos États, ils doivent changer de comportement pour pouvoir permettre, n'est-ce pas, à ce que, au lieu que d'autres viennent le faire, que nous-mêmes nous le fassions. Alors, ce type de revenu, revenons alors à ce revenu universel, pourrait-il être une solution à la crise migratoire? Voilà un problème de notre époque, à la crise migratoire des jeunes Africains qui veulent que partie, quels que soient les risques, atterrir en Europe, faute de quoi? Faute d'emploi et d'un espoir d'un lendemain. Est-ce que la chose réadaptée aux conditions socio-culturelles de nos pays ne pourrait pas être un début de solution à cette crise migratoire parmi tant d'autres problèmes? Le montant 19,50 euros. Pas forcément avec le même montant. Je le disais, il faut le réadapter à nos réalités socio-culturelles. Pour le moment, ce n'est qu'une étude qui est en train d'être faite sur 12 années. Et peut-être qu'après ces 12 ans-là, on verra véritablement l'impact que cela a sur... à base d'échelle. Voilà. Maintenant, par rapport à la crise migratoire, je pense véritablement qu'il faut pouvoir employer la jeunesse. Il faut pouvoir donner de l'emploi sur place, proposer des solutions sur place à la jeunesse. Sinon, si c'est de l'assistanat, de l'aide à l'assistance que M. Lamine Cissé qualifie, là, ça ne pourra empêcher les gens qui ont d'ambition démesurée d'aller affronter la mort pour aller se faire voir ailleurs. Non, ça ne les empêchera nullement. Maintenant, pour que les jeunes ne prennent pas l'océan, pour que les jeunes n'embarquent pas sur des embarquements de fortune, il faudrait véritablement que le tissu économique, le tissu industriel soit développé dans leur nation, dans leur pays. Parce que c'est le développement de ce tissu industriel, économique, voire le tissu agricole qui fera absorber la main-d'œuvre sans emploi qui existe, ou bien les étudiants en fin de cycle chaque année qui sont déversés sur le marché d'emploi. Si on n'a pas de système pour pouvoir absorber ce trop plein
de main-d'œuvre qualifiée, bon, on ne pourra pas. On n'a pas de système pour les absorber, nous le savons tous, et on ne fait rien pour les avoir. Et... Non, mais la migration, vous savez, on fait des erreurs sur les aspects de la migration. La migration est un facteur de développement. Oui, mais pas la migration telle que cela se remarque ces dernières années. La migration en Afrique, intra-africain, fait plus de 90%. Les Africains restent en Afrique. Bien sûr. Peu de gens vont en Europe. Parce qu'en fait, c'est des gens vulnérables, victimisés qu'on montre. Mais la migration, dans sa plénitude aujourd'hui, quelles sont les causes profondes de la migration? C'est les guerres. Qu'est-ce qui sont ceux qui ont créé la guerre en Irak, en Syrie, en Libye? C'est qui? C'est pas eux. C'est eux. C'est-à-dire qu'ils créent, pour leur intérêt, ils créent le désordre quelque part. Les gens migrent, ils se mettent à crier. Mais il n'y a pas la guerre au Nigeria, il n'y a pas la guerre actuellement en Côte d'Ivoire. Ce sont ces pays qui envoient plus de migrants. Vous savez, au Bénin ici, j'ai été le président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO pendant 17 ans. Je sais le nombre de migrants total ici, par nationalité. Ils sont là. Il y a des migrants économiques qui viennent avec leur argent pour investir. Il y a des migrants qui ont leur métier, qui viennent s'installer pour apprendre. C'est-à-dire que la migration, quand on essaie de développer ici le facteur développement de la migration est une dynamique même de l'existence. Vous le savez. Maintenant, on est en train de se le faire sur les aspects vulnérables de la migration. Il y va de la responsabilité de nos dirigeants également. Tout ça c'est lié parce que le facteur malgouvernance, le facteur climatique, le facteur guerre, etc., entraînent les gens. Mais ceux qui vont vers l'Europe en grande quantité, ce n'est pas des Africains. C'est les autres nationalités, la Syrie, le Bangladesh, etc., etc. C'est eux qui vont par milliers, parce que ce sont eux qui ont déclenché la guerre entre l'Iran et l'Irak. C'est eux qui font la guerre en Syrie. Il y a plein de Camerounais à Tanger, il y a plein d'Ivoiriens en Libye. Non, quand vous dites plein, non, je ne refuse pas. Je ne dis pas que les Africains n'y vont pas. Les Africains y vont. J'ai fait toute l'Europe, presque moi, que vous voyez comme ça là. Mais je sais la proportion. La fois dernière, on était avec l'ambassade de France. Saint-Egidio nous a invités pour dialogue islamo-chrétien. Mais sur la migration également, il a fait comprendre que ce n'est pas les Africains qui sont le gros lot des migrants. Ils sont très minoritaires parmi les migrants. C'est les autres nationalités. Mais nous faisons partie. Mais je voudrais dire que la migration intra-africaine est beaucoup plus nombreuse. Ce qui veut dire que si nos dirigeants, s'ils parvenaient à créer les conditions de développement dans nos pays, l'Africain n'allait pas sortir de chez lui pour aller ailleurs. On n'allait même pas sortir. Donc, évidemment, je ne vois pas que cet exemple, n'est-ce pas, couverture universelle, comment on appelle ça? Revenu universel, soit, n'est-ce pas, une solution pour fixer les populations à leur lieu naturel. Non. Parce que fixer les populations à leur lieu, c'est de permettre aux gens de circuler librement en Afrique. Vous voyez un Africain qui quitte ici pour aller au Gabon, c'est la croix et la bannière. Un Africain qui quitte ici pour aller en Guinée équatoriale, c'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a des trafiquants, il y a tellement de problèmes intra-africains. Oui, mais il faudrait que quand l'Africain se déplace, il ne faudrait pas pour aller chercher le bonheur, mais pour son plaisir, pour du tourisme. Mais on constate que la plupart du temps, c'est pour aller chercher le bonheur ailleurs, l'Eldorado. Mais on va avancer dans ce débat du revenu universel. Quelque part, est-ce que cela ne permet pas, contrairement à l'aide traditionnelle, de réduire les inégalités? Oui, l'objectif du revenu universel, c'est de pouvoir réduire les inégalités. C'est de pouvoir au moins donner ce que les gens appellent le droit de survivre à certaines franges de la population, pour les amener à se sentir socialement présentes sur leur territoire. Monsieur Cissé. Ça ne réduit aucune inégalité. Ça ne réduit pas les inégalités. Mais comment, quelle inégalité? L'inégalité est d'ailleurs. Il y a d'autres qui détruisent les fonds. Nous avons suivi ensemble le reportage. Quelqu'un qui dit « J'ai pu tripler mes revenus en quelques temps grâce à ces fonds que je reçois. » Oui, mais c'est-à-dire que est-ce que c'est d'une façon durable ou c'est d'une façon, n'est-ce pas, circonstancielle? C'est-à-dire que l'inégalité, quand vous analysez l'inégalité,
c'est nos gouvernants qui créent des inégalités, des escales d'inégalités. Vous voyez un ministre de la Salal Faramina, son directeur de cabinet et les autres employés. L'inégalité, c'est une chaîne, c'est toute une structure, c'est un système qui crée l'inégalité. Tant qu'on ne démantèle pas ce système-là, l'inégalité va toujours exister. C'est ce que je voudrais appeler, que le paysan, là, il a un problème de survie. OK? Mais on ne peut pas, par comparaison, comparer ceux qui sont en train de détourner les deniers publics, ceux qui sont en train de détourner nos ressources, au détriment de ces populations-là qui, quand ils ont besoin de se soigner, ils ne peuvent pas se soigner. S'ils veulent aller à l'école, ils ne peuvent pas. Même quand ils finissent leur cursus, ils ne trouveront pas d'emploi. C'est pourquoi quand on dit réduire l'inégalité, pour moi, l'inégalité est un système qui est instauré. Pour réduire ça, il faut démanteler, il faut commencer à démanteler ce système qui instaure l'inégalité. L'inégalité, c'est un tout. Je ne le vois pas au niveau micro, je le vois au niveau macro. C'est pourquoi j'ai dit que ça ne réduit rien. Parce qu'en fait, les mêmes effets, les mêmes causes qui créent ces inégalités-là vont continuer à créer les mêmes. Et nous, on gère les effets. Il faut démanteler les causes qui créent ces inégalités. Oui, monsieur Tara. Selon monsieur Lamine Cissé, sa vision appelle franchement à déraciner disons, les institutions, les plus grandes institutions. Mais pour le moment, pour l'instant, concernant le pauvre paysan, le pauvre fermier qui vit dans l'extrême pauvreté, dans un coin très éloigné, franchement, l'aide, le revenu universel, va lui permettre en tant soit peu, de se sentir humain et citoyen d'une nation, même si ce n'est pas son État directement qui l'assiste financièrement et qui perçoit d'institutions extérieures ses moyens, il va se sentir citoyen de son pays et cela pourra contribuer aussi à sa formation, à son éducation. Et ça, c'est une réduction de l'inégalité. C'est que l'aide traditionnelle ne fait pas forcément. Voilà. Alors, nous savons... Réduction peut-être de sa pauvreté, mais ce n'est pas l'inégalité. L'inégalité est un système. La pauvreté, déjà... L'inégalité, ce qui crée l'inégalité, c'est un système. Tant que le système est là, l'inégalité serait là. C'est ça que je suis en train de dire. Parce que j'ai travaillé dans les financements de l'Union européenne, etc., même au Bénin, ici, à Zénianado, dans les pays dans les endroits, les villages les plus reculés. Mais après 2 ans, après l'Union européenne, après 2 ans, mais les autorités locales, ils n'ont pas pris le projet. L'État n'a pas pris le projet pour continuer ce travail-là. Donc les gens là, on les a laissés abandonner. Il y a des gens qui ont besoin de l'argent pour acheter du matériel, pour bénéficier du savoir qu'ils ont acquis. On les a enlevés dans une situation extrême. Ils ont appris l'agropastoralisme, beaucoup de choses. Mais après, et c'est l'argent de l'Union européenne qui est venu, ce n'est pas l'argent de l'État. Alors finalement, oui, très rapidement, et puis on avance dans ce débat. Monsieur, celui qui vit dans la pauvreté, dans l'extrême pauvreté, et qui manque de moyens convenables d'existence, lorsqu'il a une aide de l'État, de l'État, quelle que soit la source là, va se sentir en sécurité financière. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, ça ne réduit pas l'inégalité dans le pays. C'est déjà... Parce que ce qui maintient l'inégalité dans le pays... N'est-ce pas un bon départ déjà pour régler les inégalités? Mais ce n'est pas une action de l'État. Parce que si à partir de ce qu'il reçoit, il commence par mener des activités, quelle que soit la source, il commence par mener des activités, il commence par créer petit à petit des richesses. Ces enfants qui n'allaient pas à l'école commencent par aller à l'école. Les enfants qui étaient mal nourris commencent par manger correctement. C'est déjà un départ pour sortir de la pauvreté. Ouais, non, je suis d'accord. C'est-à-dire on joue sur les terminologies. Pauvreté et réduction de l'inégalité. Et déjà, quand on sort de la pauvreté, on commence déjà par réduire petit à petit les inégalités. Par rapport à quoi? Par rapport à celui qui doit créer l'égalité. Et celui qui crée l'égalité n'a pas fait une action dans ce sens-là. L'argent vient de l'extérieur, c'est l'argent des autres contribuables qui a amené pour pouvoir aider ces pauvres-là. Mais si par exemple l'État prend ce volet-là et continue, je dirais l'État est dans la dynamique de réduction
de l'inégalité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Mais étant donné que cela vient d'une autre source... Mais c'est-à-dire que le système qui a fait qu'on a amené de l'argent de l'extérieur, ce système est toujours là. Et tant que le système sera là, rien ne va changer. Si par exemple, c'est une action pilote, hein, oui, mais si par exemple l'État prend ça et généralise au niveau national, je dirais l'État est dans une dynamique de réduction de l'inégalité. Mais pour le moment, on ne peut pas le dire. Ce n'est pas une action de réduction de l'inégalité. C'est une expérimentation, mais qui réduit les conditions de vie d'une entité donnée dans le pays. Voilà un peu ma vision. Donc il ne faut pas aller vite en besogne, parce que pour moi, ce qui réduit l'inégalité, c'est un système qui instaure l'égalité ou l'inégalité. C'est un système de gouvernance qui le fait. Même nos justices, quand on dit l'inégalité, ce n'est pas dans la pauvreté, c'est même la justice. La justice comprend, on instaure un système de justice inégalitaire. Alors, c'est ce que je dis. Après vous avoir écouté, vous étiez convaincu que si la chose se menait à une échelle donnée, cela pourrait se substituer à l'aide traditionnelle de développement. Mais comment réorienter la chose pour que cela puisse véritablement prendre cette forme de substitution, bien de révolution de l'aide publique au développement? Déjà, comme c'est à l'étape des expérimentations, il faudrait attendre la fin pour voir ce que ça donne comme résultat. Et si cela paraît concluant, je suis convaincu que les gens vont vouloir réorienter autrement l'aide traditionnelle sous cette forme-là de revenus directs. Ça ne serait pas seulement revenu direct et directement remis à un particulier. Maintenant, si c'est revenu et pour une construction d'infrastructures socio-communautaires, que ce soit les hôpitaux, les écoles et autres, si c'est directement, l'aide est directement orientée. Il y a des groupements d'intérêt économique. Orientée vers ces intérêts vers ce groupement d'intérêt économique, je crois que l'impact ou bien les objectifs de ces aides publiques au développement seront atteints, contrairement à ce que nous traînons depuis longtemps. Mais vous n'êtes pas pour? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Parce que vous voyez, il dit aide traditionnelle. L'aide traditionnelle, j'ai dit, on peut même pas, nous pouvons même nous en passer de cette aide traditionnelle. J'ai dit, on n'a pas besoin de ça. Si le système qui nous amène à avoir besoin de ce système-là est brisé. Alors, comment pouvons-nous nous en passer de cette aide traditionnelle, de cette aide publique au développement, puisque tous nos budgets en Afrique sont basés dessus? C'est ce que je suis en train de dire. À plus de la moitié de ces budgets. Il faut d'abord avoir des leaders patriotes qui aiment leur pays, qui sont mus par l'intérêt supérieur du pays. Il faut qu'il y ait le système de démocratisation, que le peuple soit que le peuple soit gouvernant. Parce que les peuples ne font que subir, les peuples ne gouvernent pas. Ils sont en marge de la démocratie, ils ne font pas la démocratie, ces populations-là. Donc il y a ces critères-là. Et ces facteurs-là sont en jeu parce que, je dis, dans 10 ans, les peuples vont gouverner. Parce que la conscience va atteindre un niveau donné qui fait que celui qui est en haut, il ne peut pas tromper les populations. Donc il faut qu'on brise ce système-là. C'est pourquoi, moi, en tant que panafricaniste, je pense que les Africains, les gouvernants africains doivent se donner la main pour sécuriser nos ressources et que les ressources soient bénéfiques aux populations. Au contraire, si on fait cela, c'est nous qui allons donner l'aide publique au développement aux autres là. Ça, je suis convaincu. Parce que nous avons tout pour que nous puissions nous développer par nous-mêmes. Prenez le colonel Kadhafi qu'on a tué. Mais comment était la Libye? Le Libyen vivait mieux que tout le monde entier à travers. Ils ont toutes les... Mais c'est le pétrole, etc. Il a été patriote et panafricain et il a pu permettre au peuple... Mais d'autres pays pétroliers sont en train de souffrir, croupir dans la misère. On les appelle, on les amène l'aide publique au développement. C'est pourquoi j'ai dit, prenez le cas Millennium Challenge Account. Vous ne rappelez pas ça, aide publique au développement? Vous êtes éligible quand vous remplissez des critères. Et ils amènent de l'argent, ils disent, vous identifiez avec eux les secteurs d'investissement et c'est eux qui viennent investir et contrôler. Est-ce que ça a un impact direct sur les populations, que ce soit les routes, que ce soit les hôpitaux, etc. Ils sont dans toutes les infrastructures. Par exemple, ces façons d'aide-là qu'on ne rembourse pas, qui n'a pas de... Je dis, c'est très bien.
Ça, c'est très bien. Mais nous pouvons le faire. Le président Koufo, quand les gens se sont réunis à Dakar pour dire qu'ils veulent aider les Africains à éduquer leur population, mais il a fait un discours qui va à l'encontre de ce qu'ils sont en train de dire. Il dit, nous avons les moyens en Afrique de nous assumer et d'assurer nos propres éducations. Les moyens sont là. Il faut lutter contre la corruption, réduire la corruption. Il faut que le peuple gouverne. Il faut que ce système impérialiste qui pompe nos ressources, on arrête cela. Aujourd'hui, au Sénégal, nous allons vers, en 2021-22, nous allons vers l'extraction du pétrole. On a découvert du pétrole en grande quantité et du gaz. Aujourd'hui, toutes les puissances sont en train de courir vers le Sénégal. Si on ne fait pas attention, si les populations ne sont pas des sentinelles, ça ne va pas nous servir. Et ils vont continuer à nous apporter l'aide au développement alors qu'on n'en a pas besoin. L'aide publique au développement, on n'en a pas besoin. Vous le pensez également, on pourrait s'en passer? L'idéal, c'est de s'en passer. Mais actuellement, nous ne remplissons même pas ces conditions. Nous n'arrivons pas à nous nourrir. Et nous allons bafouer l'aide qui nous maintient encore sur pied. Je ne crois pas. Vous estimez que c'est cela qui nous maintient sur pied? C'est encore cela qui nous maintient. C'est encore cela Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est cela qui nous maintient sur pied? Je voudrais un peu revenir, vous allez comprendre. Monsieur, le développement de M. Cissé, c'est ce développement que au moins chaque Africain, puisque c'est la partie la plus défavorisée, c'est la partie qui vit le plus dans l'extrême pauvreté. Au moins chaque Africain devrait développer ce que M. Cissé développe, devrait avoir cette mentalité-là. Maintenant, lorsque nous positionnons des élites, ceux qui faisaient des luttes en étant, bon, disons, peut-être dans les sociétés civiles, peut-être dans des ONG, lorsqu'on les repositionne, est-ce qu'ils poursuivent leur combat? Non, ça voudra dire que la majorité de ces cadres-là, la majorité de ceux en qui on pense et ceux en qui on croit là, lorsqu'ils sont repositionnés, ce sont eux qui, au contraire, développent ou augmentent cette forme d'assistanat de nos États. Oui, ce serait très idéal que nous développions, nous maintenions nos ressources et leur développement là sur place, puisque les emplois, le plein emploi ne se situe que dans le développement et dans la transformation sur place de nos ressources. Mais jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a un État africain qui peut se targuer de ce que ces ressources-là... C'est ce qu'on entend tout le temps. Transformons nos ressources, mais personne ne le fait. Je ne viens pas, je vais l'aider à évoluer. Je vais l'aider à évoluer. Donc, ne cessons pas de rêver, mais affrontons la réalité. La réalité maintenant, c'est pour lui dire, il n'a qu'à me dire pourquoi on a tué Sankara. Il n'a qu'à me dire pourquoi Sékou Touré... Non, je viens à être combattu. Il n'a qu'à dire pourquoi Nkrumah a été destitué de son pouvoir, que Patrice Lumumba a été assassiné, Nelson Mandela a été victimisé pendant 27 ans. Pourquoi? Il n'a qu'à me dire pourquoi Roland Désiré Kabila a été assassiné. Mais il n'a qu'à dire ça. S'il dit ça, il trouvera ce que je lui dis, c'est ça la vérité. Nous avons des panafricanistes qui se sont levés pour libérer l'Afrique, on les a tués. Qui les a tués? Ce n'est pas des Africains, hein? C'est des multinationales qui les ont tués. Ce que tu dis, tu parles, non, je viens. Non, je viens. Tu parles, vous parlez. Non, moi je te parle du système, mais vous parlez de l'individu. Je te parle du système. Depuis la balkanisation, depuis 1885, depuis qu'on a balkanisé l'Afrique, on a partagé l'Afrique, un système politique a été mis en place pour que nous dépendons éternellement. Parce que leur survie dépend de nos ressources. C'est ce que je veux vous faire. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Maintenant, ce que je veux te faire comprendre est que vous parlez de transformation. C'est vrai. Le Béninois produit le coton, il va vendre ça ailleurs, il ne peut pas transformer. Pourquoi? Parce que vous allez là où il y a l'énergie nucléaire, le kilowattheure est à 0,005 francs le kilowattheure. Ici, on a 150 francs
le kilowattheure. Alors, vous ne pouvez pas être compétitif en voulant transformer en matière première. Il faut que nous maîtrisons l'énergie. Nous avons des cours d'eau. Nous avons des cours d'eau. Si nous nous réunissons, nous pouvons avoir l'armée la plus puissante du monde. Nous pouvons avoir l'énergie nucléaire à bon marché. Mais pourquoi ne le fait pas? Non, tout le monde le sait. Ce que vous le dites, tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, dans le cadre de l'Union africaine, vous le savez bien sûr, il y a les BRICS qui sont en train de nous aider à aller vers cette dynamique-là, les infrastructures et l'énergie. On est au terme de cette émission, c'était intéressant. Merci à vous, malheureusement le temps est arrivé à son terme. Merci à vous d'être passé sur le plateau de cette émission. Lamine Sissi, expert en communication politique, auteur du livre Les effets des causes cachées. Jérôme Stéphane Toa, analyste financier spécialiste en finance et contrôle de gestion. Merci d'être passé avec vos différentes explications et analyses. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro d'Espace Éco. Vous pouvez également le retrouver sur notre site www.sikatv.info. Prochain rendez-vous dans une semaine, même heure, même fréquence. Surtout, restez avec nous. L'information revient sur Sika.